Je m'appelle Nicolas, j'ai 21 ans, et toute ma vie, j'ai été traité comme le fils invisible dans ma propre famille. J'ai grandi dans l'ombre de mon frère aîné, Sébastien, qui a 25 ans. Le favori incontesté de mon père, Ernesto, 52 ans, qui n'a jamais manqué une occasion de me rappeler que j'étais le remplaçant. Le fils qui ne serait jamais assez, peu importe à quel point j'essayais. Mon père est le directeur de l'entreprise familiale, une société de distribution de matériaux de construction qui appartient à la famille depuis des décennies. L'entreprise est devenue l'un des distributeurs les plus importants de la région, avec des ventes annuelles dépassant les millions de dollars. Mon père se vante constamment d'être le propriétaire d'une entreprise prospère. Depuis notre enfance, les différences dans la façon dont nous étions traités étaient évidentes. Sébastien était l'héritier, l'avenir de l'entreprise, le fils avec du potentiel. J'étais l'autre fils, le remplaçant, celui qui pourrait être utile à quelque chose un jour s'il avait de la chance. « Pourquoi ne peux-tu pas être comme ton frère ?» me disait constamment mon père. Sébastien est charismatique, il a un don naturel pour les affaires. Toi, tu es bon. Au moins tu es assidu à l'école. Il disait cela au moins comme si être un bon élève était un prix de consolation pathétique comparé au supposé charisme de Sébastien. L'ironie, c'est que Sébastien a à peine obtenu son diplôme d'études secondaires, n'est jamais allé à l'université, et a pratiquement flotté dans la vie sans faire d'effort dans quoi que ce soit parce qu'il savait que tout lui serait donné de toute façon. Moi, par contre, j'ai travaillé de mon mieux. J'ai étudié assidûment, j'ai obtenu une bourse partielle pour l'université, et j'ai obtenu mon diplôme avec mention en administration des affaires. Ma thèse sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement était si bonne que mon professeur m'a suggéré de la publier. Mais quand j'ai terminé mes études et que j'ai dit à mon père que j'étais prêt à travailler dans l'entreprise familiale, que je voulais apporter mes connaissances et aider à moderniser les processus, sa réponse a été dévastatrice. « Bien sûr, mon fils », a-t-il dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous avons besoin de quelqu'un au nettoyage. L'homme que nous avions a démissionné la semaine dernière. Peux-tu commencer lundi ?» J'étais paralysé, le nettoyage. « Papa, j'ai étudié l'administration des affaires. Je pourrais aider à la logistique, aux finances, aux ressources humaines. » Nous commençons tous par le bas, m'a-t-il interrompu. De plus, nous avons déjà assez de personnel administratif, mais le nettoyage est important. Il maintient l'entreprise présentable. C'est un poste de valeur. Ce n'était pas un poste de valeur, et nous le savions tous les deux. C'était le poste le moins important de toute l'entreprise, payé à peine le salaire minimum de 200 $ par mois. C'était sa façon de m'humilier, de me rappeler ma place. Pendant ce temps, Sébastien, qui n'avait jamais étudié au-delà du lycée et n'avait absolument aucune formation commerciale formelle, portait le titre de directeur adjoint des ventes avec un salaire de 4,5 $ par mois. Son travail consistait principalement à déjeuner avec des clients occasionnels et à se vanter de faire partie de la direction. C'est juste que Sébastien a un don avec les gens, justifiait mon père chaque fois que je remettais subtilement en question la disparité. Il a ce qui ne s'apprend pas à l'université. Il a une vision naturelle des affaires. La vision naturelle de Sébastien consistait à arriver en retard, à partir tôt, à prendre des décisions impulsives qui coûtaient de l'argent, et généralement à ne rien apporter de valeur réelle. Mais comme il était le favori, chaque erreur était minimisée ou imputée à d'autres facteurs. J'ai accepté le travail de nettoyage parce que j'avais besoin d'expérience professionnelle et parce que, naïvement, je pensais que si je montrais mon engagement, il me donnerait éventuellement des opportunités de grandir. J'ai passé 6 mois à nettoyer les bureaux, les salles de bain et les entrepôts pendant que je regardais Sébastien se promener comme s'il était le propriétaire des lieux. « Et, Nico » disait-il avec condescendance quand il me voyait avec la serpillière. « N'oublie pas de nettoyer mon bureau. »« Eh bien, j'ai une réunion importante demain et je veux qu'il soit impeccable. »« Bien sûr » ai-je répondu en serrant les dents. Un jour, mon grand-père a annoncé qu'il viendrait nous rendre visite à la maison un dimanche pour un repas de famille. Mon grand-père est tout pour moi. J'ai toujours été son petit-fils préféré. Il a remarqué à quel point j'ai travaillé dur pour obtenir mon diplôme, et il a également remarqué le mépris que je recevais de mon père et de mon frère. Il m'a toujours dit qu'il leur parlerait pour qu'ils ne recommencent pas, mais apparemment ça n'a pas marché. Mon grand-père est arrivé ce jour-là vers midi et ma mère a préparé un déjeuner spécial. Après avoir mangé, mon grand-père est allé à la cuisine en disant qu'il aiderait à faire la vaisselle parce qu'il n'aimait pas rester inactif. Mon père,
Sébastien et moi sommes restés dans la salle à manger à boire du café. C'est alors que mon père a décidé que c'était le moment idéal pour faire une annonce. Mes fils, a-t-il commencé d'un ton solennel comme s'il était sur le point de révéler quelque chose de très important. J'ai beaucoup réfléchi à l'avenir, à mon héritage, à ce qu'il adviendra de mon entreprise quand je ne serai plus là. Sébastien s'est redressé avec intérêt. Je me suis préparé mentalement à ce qui allait arriver car je pouvais le voir dans l'expression satisfaite de mon père. J'ai décidé de rendre mon testament officiel, a poursuivi mon père. Et je veux que vous connaissiez ma décision à l'avance pour éviter toute confusion future. Bien sûr, papa, a dit Sébastien avec une fausse humilité. Quelle que soit ta décision, ce sera bien. Mon père l'a regardé avec fierté avant de continuer. Puis il m'a regardé avec un sourire moqueur et a dit, l'entreprise ira à ton frère, à Sébastien. Il a prouvé qu'il avait ce qu'il fallait pour la diriger. Il a l'instinct, le charisme, la vision. J'ai senti cette boule familière dans mon estomac, mais je n'ai rien dit. Ce n'était pas une surprise. C'était exactement ce que j'avais attendu toute ma vie. Mais mon père n'avait pas fini. Et toi, Nicolas, il m'a regardé avec un mélange de pitié et de dédain. Tu n'es que le remplaçant, le fils de secours. Tu ne mérites rien de tout cela car tu n'as jamais montré que tu avais ce qu'il fallait. Sébastien héritera de tout. Tu devras trouver ton propre chemin dans la vie, loin de l'entreprise. Le silence qui a suivi était lourd. Sébastien essayait de ne pas trop sourire. Mon père me regardait manifestement, attendant une réaction, profitant probablement du moment. Et puis nous avons entendu des pas délibérés, lents, venant de la cuisine. Mon grand-père, Hector, est apparu à l'entrée de la salle à manger. Son expression était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Un mélange de profonde déception et de fureur contenue. Pourquoi donnes-tu ce qui ne t'appartient pas? A-t-il demandé d'une voix calme, mais avec un tranchant qui pouvait couper. Mon père a pâli. Papa, je parlais juste de mon testament. Ton testament? A répété mon grand-père en marchant lentement vers la table. Et qu'est-ce que tu comptes laisser dans ton testament exactement, Ernesto? Eh bien, l'entreprise évidemment, a commencé mon père, mais mon grand-père l'a interrompu. L'entreprise, a dit mon grand-père, sa voix se durcissant, est à moi. Pas à toi. Le monde semblait s'arrêter. J'ai regardé mon père, dont le visage avait perdu toute couleur. La mâchoire de Sébastien était tombée. L'entreprise est à moi, a répété mon grand-père avec une clarté absolue. Je l'ai fondée il y a 40 ans. Je l'ai construite à partir de rien avec mes deux mains et je suis toujours le propriétaire légal de chaque actif, de chaque compte bancaire, de chaque véhicule, de chaque pied carré d'entrepôt. Mais mon père a balbutié. Je pensais que tu avais dit que tu prenais ta retraite. J'ai pris ma retraite des opérations quotidiennes, a précisé mon grand-père. Je t'ai donné le poste de directeur général pour que tu puisses diriger l'entreprise, mais je ne t'ai jamais transféré la propriété. Tu es toujours mon employé, Ernesto. Un employé bien payé, oui, mais un employé néanmoins. La révélation a fait l'effet d'une bombe. Toutes ces années, mon père avait agi comme le grand propriétaire, s'était vanté de son entreprise, avait pris des décisions comme si tout lui appartenait, et il s'avère que ce n'était jamais à lui. Papa, je pensais que tu me l'avais offerte. A commencé mon père d'une voix faible. Eh bien, tu as mal pensé. L'a coupé mon grand-père. Tu as supposé que parce que je me suis retiré du quotidien, cela signifiait que je t'avais tout donné. Tu as supposé que tu avais le droit de donner quelque chose dans ton testament qui ne t'appartenait pas. Et pire encore, tu as supposé que tu pouvais rabaisser ton propre fils sans conséquence. Papa, s'il te plaît. Ce n'était pas mon intention. A tenté de limiter les dégâts mon père. Ton intention? Mon grand-père a ri sans humour. Ton intention était claire. Humilier Nicolas. Lui faire savoir qu'il ne valait rien à tes yeux. Élever Sébastien sans tenir compte du mérite. J'ai vu cela pendant des années et je suis resté silencieux parce que je pensais que tu finirais par voir la réalité. Mais je vois que ça n'arrivera jamais. Grand-père. Est intervenu nerveusement Sébastien. Papa était juste toi. Tais-toi. A ordonné mon grand-père avec une telle fermeté que Sébastien a immédiatement fermé la bouche. Toi qui te pavanes dans mon entreprise depuis des années sans rien faire de valeur, gagnant un salaire gonflé que tu ne mérites pas,
pendant que ton frère qui a étudié, qui s'est préparé, qui a travaillé dur, nettoie les toilettes. Je travaille dur, a protesté faiblement Sébastien. Non, tu ne le fais pas, l'a coupé mon grand-père. Je suis resté en contact avec plusieurs employés de confiance qui me font régulièrement des rapports. Je sais exactement combien ou plutôt combien peux-tu contribuer et j'ai vu comment Nicolas est traité bien qu'il soit le seul de vous deux à avoir une véritable éducation et une formation formelle. Mon grand-père s'est retourné vers mon père. Je t'ai donné le poste de directeur parce que tu es mon fils et je pensais que tu le méritais. Mais après t'avoir écouté aujourd'hui, après t'avoir vu humilier ton propre enfant de cette manière, je vois que j'ai eu tort de te faire confiance. Que vas-tu faire ? A demandé mon père, la voix tremblante. Premièrement, a dit mon grand-père en comptant sur ses doigts. Tu es renvoyé de l'entreprise. Tu ne seras plus le directeur général. Toi et Sébastien être renvoyés de l'entreprise, avec effet immédiat. Tu ne peux pas faire ça, a crié mon père en se levant. Je peux et je le fais, a dit mon grand-père, imperturbable. C'est mon entreprise. Je peux renvoyer qui je veux. Et après des années avoir un favoritisme injuste, une mauvaise gestion des ressources et des abus envers un employé qui se trouve être mon petit-fils. J'ai décidé que je ne voulais plus que vous y travailliez. Mais c'est notre gagne-pain, a hurlé Sébastien, se levant également. Alors trouvez-en un autre, a dit mon grand-père sans sympathie. Comme Nicolas aurait dû le faire si vous aviez réellement mis à exécution votre plan ridicule de le laisser sans rien. Papa, s'il te plaît. Mon père avait les larmes aux yeux. Maintenant, ne fais pas ça. L'entreprise est tout ce que j'ai. C'est ma vie. Non, l'a corrigé mon grand-père. C'est ma vie, ma création. Tu n'en as été que l'administrateur et un mauvais en plus. Si je dois en juger par ton incapacité à voir le potentiel d'un fils tout en surévaluant sans raison l'autre. Il s'est tourné vers moi. Nicolas, à partir de lundi, tu prendras la relève en tant que directeur général de l'entreprise. Ton salaire sera de 5,000 $ par mois pour commencer. Nous réviserons les augmentations en fonction des performances. J'étais sans voix. Grand-père, je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien encore, a-t-il dit avec un petit sourire. Je sais que tu es préparé. J'ai lu ta thèse, que ta mère m'a transmise sans que ton père le sache. Tu as des idées brillantes dont l'entreprise a besoin. Tu as juste besoin d'une opportunité et de confiance. Je te donnerai les deux. C'est de la folie, a dit mon père, la voix brisée. Tu me prends tout. Je te prends ce qui n'a jamais été à toi. L'a corrigé mon grand-père. Et d'ailleurs, je n'ai pas fini. Quoi d'autre ? A demandé mon père désespéré. Mon testament, a dit mon grand-père. Eh bien, nous allons modifier cela aujourd'hui également. Quand je décéderai, l'entreprise sera entièrement laissée entre les mains de Nicolas. Il n'y aura pas de discussion, pas de pourcentage partagé. Tout pour lui. Ce n'est pas juste. A crié Sébastien. Je suis le fils aîné. J'y ai travaillé pendant des années. Travailler est un terme très généreux pour ce que tu as fait, a dit mon grand-père avec dédain. Et la justice ne concerne pas l'âge ou le favoritisme. Elle concerne le mérite. Nicolas a étudié. Il s'est préparé. Il a montré son engagement même quand on l'a mis dans le travail le plus humiliant de l'entreprise. C'est lui qui mérite d'hériter de mon legs. Mon père est tombé à genoux. Papa, s'il te plaît, ne me fais pas ça. J'ai consacré ma vie à cette entreprise. Et tu l'as utilisée pour nourrir ton ego et ton favoritisme malsain, a dit mon grand-père sans compassion. Tu aurais pu être un bon père pour tes deux fils. Tu aurais pu être juste, mais tu as choisi d'élever l'un tout en piétinant l'autre. Maintenant tu vis avec les conséquences. Je t'en supplie. Mon père pleurait littéralement maintenant. Donne-moi une autre chance. Je changerai. Je traiterai mieux Nicolas. Ne me prends pas l'entreprise. Je ne peux pas te prendre ce que tu n'as jamais eu. A répété mon grand-père. Et non, il n'y aura pas d'autre chance. Tu as eu des années de chance, et tu les as toutes gaspillées en favorisant injustement un fil par rapport à l'autre. Sébastien a essayé une approche différente. Grand-père, je peux changer, moi aussi. Je peux travailler plus dur. Je peux apprendre. S'il te plaît, ne nous coupe pas complètement les ponts. Maintenant tu veux apprendre ?
a demandé mon grand-père avec sarcasme. Maintenant que les privilèges immérités ont disparu. Où était ce désir d'apprendre quand tu as refusé d'aller à l'université? Quand tu as refusé chaque cours de formation que l'entreprise offrait? Ne me sors pas ça maintenant. 1 heure plus tard, nous avons passé les 3 heures suivantes à signer des papiers. Lettre de licenciement immédiat pour mon père et Sébastien. Contrat me nommant nouveau directeur général. Modification au testament de mon grand-père, me laissant seul héritier de l'entreprise. Tout légal, tout documenté, tout irréversible. Mon père et Sébastien sont restés dans la pièce pendant tout le processus, assis sur le canapé comme des zombies, regardant leur avenir s'effondrer. Ils ont fait quelques autres tentatives pour plaider, pour négocier, mais mon grand-père était inflexible. Vous devriez partir maintenant. Comme vous le savez, cette maison est à moi, et je ne vous l'ai prêtée que pour y vivre, leur a-t-il dit quand nous avons fini de signer. Vous n'êtes plus les bienvenus dans cette maison, ni à l'entreprise. Où sommes-nous censés aller? A demandé mon père d'une voix creuse. Où que les gens qui ont besoin de travailler pour vivre aillent, a dit mon grand-père. Dans le monde réel. Cet endroit que Nicolas a habité seul pendant que vous viviez dans votre bulle de privilèges. Ils sont partis cette nuit-là. Ma mère, qui avait tout regardé en silence, a décidé de partir avec eux. C'est mon mari, m'a-t-elle dit avec un regard froid. Je ne peux pas l'abandonner. Elle n'avait jamais été particulièrement affectueuse avec moi de toute façon. Après leur départ, mon grand-père et moi sommes restés seuls dans la maison, qui semblait maintenant énormément vide. Tu es sûr de ça, grand-père? Lui ai-je demandé. C'est une énorme responsabilité. Je suis absolument sûr, a-t-il dit en posant une main sur mon épaule. Nicolas, j'ai vu ton engagement. J'ai vu ton intégrité. J'ai vu comment tu te levais chaque jour pour nettoyer cette entreprise sans te plaindre pendant que tu étudiais et te préparais à quelque chose de mieux. Cela m'en dit plus sur ton caractère que n'importe quel diplôme universitaire. Merci, ai-je dit, la voix chargée d'émotion. Je ne te décevrai pas. Les mois suivants ont été intenses. J'ai mis en place les systèmes que j'avais étudiés à l'université. J'ai renégocié les contrats avec les fournisseurs. J'ai éliminé les dépenses inutiles. J'ai amélioré la logistique de distribution. J'ai formé le personnel. Et ça a marché. En 6 mois, les bénéfices avaient augmenté de 35%. Les employés étaient plus motivés, les clients plus satisfaits. L'entreprise prospérait comme jamais auparavant. Pendant ce temps, j'ai appris par des connaissances ce qui était arrivé à mon père et à Sébastien. Au début, ils ont essayé de trouver des emplois similaires à leur poste précédent, mais sans référence réelle ou expérience vérifiable, personne ne les a embauchés pour des rôles de direction. Finalement, ils ont tous les deux dû prendre ce qui était disponible. Mon père a trouvé un emploi de vendeur dans une petite quincaillerie, gagnant 1,8 cents par mois à la commission. Sébastien travaillait comme assistant administratif dans un bureau, gagnant 1,6 cents. Les mêmes salaires qu'il considérait indignes d'eux quand j'ai commencé à travailler. L'ironie était parfaite. Ils ont essayé de me contacter plusieurs fois, plaidant pour une autre chance. Des appels auxquels je n'ai pas répondu. Ils se sont même présentés une fois à l'entreprise, mais la sécurité avait pour instruction de ne pas les laisser entrer. Mon grand-père a été clair, tu ne leur dois rien. Ils ont eu toutes les opportunités et ils les ont utilisées pour t'humilier. Maintenant qu'ils vivent avec les conséquences de leurs propres décisions, ce n'est pas ta responsabilité de les secourir. Aujourd'hui, 1 an après ce dimanche qui a tout changé, l'entreprise est meilleure que jamais. Les bénéfices ont doublé. Nous avons ouvert 2 nouvelles succursales. Le personnel est heureux et motivé. Mon grand-père passe encore de temps en temps, plus fréquemment maintenant, mais seulement pour prendre un café et discuter de stratégie. J'aime voir ce que tu fais, me dit-il avec fierté. C'est ce que j'ai toujours rêvé pour l'entreprise. Il fallait juste la bonne personne à la tête. Je ressens quelque chose pour mon père et Sébastien. Une petite partie de moi, la partie qui se souvient d'être un enfant en quête d'approbation, ressent une douleur occasionnelle. Mais la plus grande partie de moi, l'adulte qui a été systématiquement rabaissé et humilié pendant des années, ne ressent rien d'autre que de l'indifférence. Ils ont fait leur choix lorsqu'ils ont décidé que le favoritisme était plus important que la justice. Ils ont fait leur choix lorsqu'ils m'ont mis à nettoyer les salles de bain avec un diplôme universitaire. Ils ont fait leur choix lorsque mon père m'a appelé le remplaçant qui ne mérite rien.
Maintenant, ils vivent avec ses choix pendant que je vis avec les miens. J'ai appris quelque chose d'inestimable dans ce processus. Le vrai mérite trouve toujours son chemin vers la reconnaissance. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas de la manière que vous attendiez, mais finalement la vérité éclate. J'ai aussi appris que le favoritisme est un poison. Il empoisonne les familles. Il empoisonne les relations. Et finalement il empoisonne ceux qui le pratiquent quand la réalité finit par les rattraper. Je suis libre maintenant. Libre de chercher l'approbation de gens qui ne la donneraient jamais. Libre d'être rabaissé pour des réussites que d'autres ne pouvaient ou ne voulaient pas égaler. Libre de vivre dans l'ombre d'un frère qui ne brillait que parce qu'on lui avait donné des projecteurs immérités. Et maintenant, personne ne pourra jamais m'enlever cette liberté. Abonnez-vous pour plus d'histoires quotidiennes.